Chapitre 8. Le duel entre le professeur et le poète. Au moment précis où à Yalta, Stiopa perdait conscience, c'est-à-dire aux environs de 12h30, Ivan Nikolaïevitch, sans logis, après avoir dormi d'une traite d'un sommeil profond, l'a retrouvé. Il lui fallut un certain temps pour comprendre comment il s'était retrouvé dans une chambre inconnue aux murs blancs, équipée d'une étonnante table de chevet faite d'une espèce de métal clair et d'un store blanc derrière lequel on devinait le soleil. Ivan secoua la tête, s'assura qu'elle ne lui faisait pas mal et se souvint qu'il se trouvait dans une clinique. Cette pensée rappela le souvenir de la mort de Berlioz, mais à présent, elle ne provoqua plus un grand choc chez Ivan. Après sa longue nuit de sommeil, Ivan Nikolaïevitch se sentait plus calme et ses idées commençaient à s'éclaircir. Ivan resta un certain temps immobile, dans son lit immaculé, au matelas à ressort, doux et confortable, puis il aperçut près de lui un bouton de sonnette. Avec cette habitude de toucher des objets sans savoir pourquoi, Ivan appuya dessus. Il s'attendait à provoquer une sonnerie ou une apparition en pressant le bouton de sonnette, mais c'est tout à fait autre chose qui advint. Au pied du lit d'Ivan s'alluma un cylindre mat sur lequel était écrit « Boire ». Le cylindre resta fixe un certain temps, puis se mit à tourner sur lui-même jusqu'au moment où surgit l'inscription « Aide soignante ». On le conçoit, Ivan fut très impressionné par ce cylindre si ingénieux. L'inscription « Aide soignante » fut suivie de l'inscription « Appelez le docteur ». Marmonna Ivan, qui ne savait pas quoi faire de plus avec ce cylindre. Mais là, la chance lui sourit. Ivan appuya une deuxième fois sur le bouton portant le mot « infirmière ». Le cylindre émit en réponse une sonnerie légère, s'arrêta, s'éteignit, et Ivan vit entrer dans la pièce une femme sympathique et bien en chair, vêtue d'une blouse blanche immaculée. Et cette femme dit à Ivan « Bonjour ». Ivan ne répondit pas, parce qu'il considéra que ce salut, dans les circonstances présentes, était hors de propos. C'est vrai, il vous enferme dans une clinique un homme sain d'esprit, et il joue la comédie pour montrer qu'ils ont bien agi. La femme, pendant ce temps, sans perdre son expression bienveillante, d'une unique pression sur un bouton fit remonter le store, et la pièce, à travers un grillage léger à large maille descendant jusqu'au sol, fut inondée de soleil. Un balcon apparut derrière le grillage, avec à l'arrière les berges sinueuses du fleuve, et de l'autre côté, un bois de pin d'allure riante. « C'est l'heure de votre bain », lui annonça la femme, et sous ses mains, le mur intérieur s'ouvrit en deux, découvrant une salle de bain et des toilettes parfaitement équipées. Même s'il avait décidé de ne pas adresser la parole à la femme, Ivan, voyant le large jet giclé d'un robinet étincelant, ne put s'empêcher d'ironiser. « Mazette, on dirait le métropole. »« Oh non, » répliqua fièrement la femme, « c'est beaucoup mieux. Cet équipement n'existe nulle part au monde. Des savants et des médecins viennent spécialement visiter notre clinique. Nous recevons chaque jour des touristes étrangers. » Au mot « touristes étrangers », Ivan se souvint tout de suite du consultant de la veille. Il se rembrunit et dit avec un regard torve « Les touristes étrangers. Ce que vous aimez tous, les touristes étrangers. Chez eux, n'empêche, il y a touristes et touristes. Moi, hier, j'en ai rencontré un, vous m'en direz des nouvelles. » Et il faillit se lancer à nouveau dans ses récits sur Ponce Pilate, mais se retint, comprenant que cette femme n'avait rien à faire de ses récits, et que de toute façon, elle ne pouvait lui être d'aucune aide. Une fois lavé, Ivan Nikolaïevitch se vit remettre séance tenante absolument tout ce dont un homme a besoin après le bain, une chemise repassée, un caleçon, des chaussettes. Mais mieux encore, ouvrant la porte d'un placard, la femme lui en montra le contenu et lui demanda « Que préférez-vous mettre, un peignoir ou un pyjama ?» Attaché de force à son nouveau logement, Ivan faillit rester les bras ballants devant la désinvolture de cette femme et, sans mot dire, désigna du doigt un pyjama de Finette Ponceau. Ensuite, Ivan Nikolaïevitch fut conduit le long d'un couloir désert et totalement silencieux jusqu'à un bureau aux dimensions extraordinaires.
Ivan, qui avait décidé de traiter par l'ironie tout ce qui se trouvait dans cet établissement aux équipements si prodigieux, eut au fait de baptiser en son fort intérieur ce bureau la cuisine industrielle. Et il y avait de quoi. On voyait là de grandes et de petites armoires en verre avec des instruments chromés qui étincelaient. Il y avait des fauteuils à l'agencement très compliqué, des espèces de lampes ventrues coiffées d'abat-jours brillants, une multitude de fioles, de petits réchauds à gaz, des câbles électriques et puis des instruments d'un usage inconnu. Dans ce bureau, Ivan fut examiné par 3 personnes, 2 femmes et un homme, tous en blanc. On le conduisit tout de suite dans un coin à une petite table, avec l'intention évidente de lui tirer d'une façon ou d'une autre les vers du nez. Ivan se mit à réfléchir à sa situation. 3 voies s'offraient à lui. La première était séduisante au possible. Se jeter sur ces lampes et tous ces trucs alambiqués et les envoyer valser à tous les diables pour exprimer une protestation contre un enfermement abusif. Mais l'Ivan d'aujourd'hui différait déjà considérablement de l'Ivan de la veille. Et la première voie lui sembla douteuse. S'ils allaient se renforcer dans l'idée qu'il était un fou furieux, c'est pourquoi Ivan rejeta cette première voie. Il y en avait une deuxième. Reprendre séance tenante son récit au sujet du consultant et de Ponce Pilate. Mais l'expérience de la veille démontrait que personne ne croyait ce récit ou qu'on le comprenait d'une manière comme déformée. C'est pourquoi Ivan rejeta aussi cette deuxième voie et décida de choisir la troisième, s'enfermer dans un mutisme hautain. Il n'y parvint pas totalement, et, content ou pas, il dut répondre, fût-ce en quelques mots secs, à toute une série de questions, et Ivan se vit interroger sur absolument tout ce qui avait fait sa vie passée, jusqu'à la question de savoir quand et comment il avait eu la scarlatine, une quinzaine d'années auparavant. Les employés remplirent toute une page sur Ivan, puis ils la retournèrent, et une des femmes en blanc passa à l'interrogatoire au sujet de la famille d'Ivan. Ce fut une espèce de litanie. Qui était mort? Quand et pourquoi? Est-ce qu'il buvait? Est-ce qu'il souffrait de maladies vénériennes? Et ainsi de suite dans le même genre. Pour conclure, on lui demanda de raconter l'aventure de la veille aux étangs du patriarche, mais on n'insista pas outre mesure et l'histoire de Ponce Pilate n'étonna plus personne. Sur ce, la femme passa Ivan à l'homme et celui-ci recommença tout d'une autre façon sans lui poser la moindre question. Il prit la température d'Ivan, lui prit son pouls, regarda Ivan au fond des yeux en les éclairant à l'intérieur avec une sorte de lampe. Ensuite, la deuxième femme vint aider l'homme et Ivan fut piqué, mais sans ressentir de douleur, dans le dos. On lui dessina sur la peau de la poitrine toutes sortes de signes avec le manche d'un petit marteau. On lui frappa les genoux avec des petits marteaux, ce qui lui fit tressauter les jambes. On lui piqua le doigt pour lui prendre du sang. On le piqua à la saignée du coude. On lui passa au bras des espèces de bracelets en caoutchouc. Ivan se contentait de sourire, amèrement, à part soi, en se disant à quel point tout ce qui arrivait était étrange et bête. Quand on y pense, il voulait prévenir tout le monde du danger que représentait ce consultant inconnu. Il se préparait à le capturer, et tout ce qu'il avait obtenu, c'était de se retrouver dans une espèce de cabinet mystérieux pour raconter toutes sortes de crétineries sur l'oncle Fiodor qui buvait comme un trou à Vologda. C'était d'une bêtise insupportable. Ivan finit par être libéré. On le raccompagna jusqu'à sa chambre où il se vit servir une tasse de café, 2 œufs à la coque et du pain blanc beurré. Ivan but et mangea tout ce qu'on lui offrait et décida qu'il attendrait de trouver quelqu'un de vraiment responsable dans cet établissement et que là, auprès de ce responsable, il ferait en sorte qu'on lui prête attention et qu'on lui rende justice. Son attente fut couronnée de succès, et très peu de temps après le petit déjeuner. La porte de la chambre d'Ivan s'ouvrit soudain, et il vit entrer une foule de gens, tous en blouse blanche. Précédant les autres, il vit un homme dans les 45 ans, aussi soigneusement rasé qu'un acteur, au regard agréable mais très perçant et aux manières polies. Toute sa suite lui donnait des marques d'attention et de respect, en sorte que son entrée parut très solennelle. Comme Ponce Pilate, ne put s'empêcher de penser Ivan. Oui, c'était sans aucun doute lui, le responsable. Il s'assit sur un tabouret quand tous les autres restèrent debout. « Docteur Stravinsky,
se présenta celui qui venait de s'asseoir, et il regarda Ivan d'un air cordial. « Voilà Alexandre Nikolaïevitch », dit d'une voix douce un homme à la barbe bien taillée, et il tendit au responsable la feuille d'Ivan, remplie des deux côtés. « Ils en ont fait tout un dossier », pensa Ivan. Pendant ce temps, le chef parcourait la feuille d'un œil exercé, murmurait « et il échangea avec ceux qui l'entouraient quelques phrases dans une langue peu connue. « Il parle même en latin, comme Pilate », pensa Ivan avec tristesse. Ici, un mot le fit tressaillir, et ce mot était schizophrénie, prononcé déjà la veille, hélas, par ce maudit étranger sur les étangs du patriarche, et répété à présent, ici, par le professeur Stravinsky. Même ça, il le savait, pensa Ivan, inquiet. Le responsable s'était visiblement donné pour règle d'être toujours d'accord, de se réjouir de tout ce que pouvait lui dire son entourage et d'exprimer son assentiment par des « Parfait, parfait, parfait », dit Stravinsky, rendant la feuille à quelqu'un, et il se tourna vers Ivan. « Vous êtes poète ?»« Je suis poète », répondit sombrement Ivan, et pour la première fois de sa vie, il ressentit une espèce de dégoût incompréhensible pour la poésie, et ses propres poèmes lui revenant à la mémoire, lui furent, allez savoir pourquoi, désagréables. Il grimaça, et à son tour, interrogea Stravinsky. « Vous êtes professeur ?» À cela, Stravinsky acquiesça, opinant avec une bienveillance courtoise. « Et c'est vous le responsable ici ?» poursuivit Ivan. À cela aussi, Stravinsky acquiesça. « C'est à vous que je dois parler ?» dit Ivan d'un ton lourd de sens. « C'est pour ça que je suis là ?» répliqua Stravinsky. « Le fait est que, » commença Ivan, sentant que son heure avait sonné, « on m'a pris pour un fou. Personne ne consent à m'écouter. Oh si, nous vous écouterons très attentivement, » dit Stravinsky d'un ton sérieux et apaisant, « et jamais nous ne permettrons qu'on vous fasse passer pour un fou. Alors écoutez, hier soir, aux étangs du Patriarche, j'ai fait la rencontre d'un individu mystérieux, un étranger qui ne l'était peut-être pas, mais qui savait d'avance que Berlioz allait mourir, et avait vu personnellement Ponce Pilate. La suite écoutait le poète, sans mot dire et sans bouger. Pilate, celui qui a vécu du temps de Jésus-Christ, demanda Stravinsky, et il regardait Ivan en plissant les yeux. Celui-là même. Dit Stravinsky. Et ce Berlioz, c'est celui qui s'est fait écraser par un tramway. Oui, voilà, précisément. Hier soir, sous mes yeux, il s'est fait écraser au Patriarche. Et le fait est que ce citoyen mystérieux, l'ami de Ponce Pilate, demanda Stravinsky, dont il était clair qu'il était doué d'une grande intelligence. Précisément, confirma Ivan en étudiant Stravinsky, et donc il avait dit à l'avance qu'Anouchka avait renversé sa bouteille d'huile, et lui, c'est précisément là qu'il a glissé. Ce n'est quand même pas rien, ça, non ? Fit Ivan, posant une question lourde de sens et espérant que ses paroles produiraient leur effet. Mais il n'y eut aucun effet, et Stravinsky se contenta de poser une autre question. « Et qui est cette Anouchka ?»« Non, Anouchka ici n'a aucune importance, » dit Ivan en s'énervant. « Le diable le sait qui c'est. Simplement une idiote ou quoi de la rue Sadovaya. Ce qui compte, c'est que lui, à l'avance, vous comprenez, il savait pour la bouteille d'huile. Vous me comprenez ? » « Je vous comprends parfaitement, » répondit Stravinsky d'un ton grave, et touchant le genou du poète, il ajouta « Ne vous en faites pas, continuez. »« Je continue. » dit Ivan, s'efforçant de reprendre le ton de Stravinsky dès lors que son amère expérience lui avait appris que seul le calme pouvait l'aider. « Et donc, ce type monstrueux, et il ment quand il dit qu'il est un consultant, possède une espèce de pouvoir extraordinaire. Par exemple, on se lance à sa poursuite, il n'y a aucun moyen de le rattraper, et il y en a deux autres avec lui, et eux aussi, dans leur genre, ils se posent là, une espèce d'échalas avec des lunettes cassées, et en plus un chat, d'une dimension invraisemblable, qui prend le tramway tout seul. En plus de ça,
personne ne l'interrompant, Ivan parlait avec une fougue et une conviction croissante. Il s'est trouvé en personne sur le balcon chez Ponce Pilate. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, c'est quoi ça, hein? Il faut absolument l'arrêter, sans quoi il va provoquer des catastrophes indescriptibles. Et donc, c'est ça que vous voulez, qu'on l'arrête. Je vous ai bien compris, demanda Stravinsky. Il est intelligent, pensa Ivan. Il faut reconnaître, chez les intellectuels aussi, on trouve des gens d'une intelligence rare. Ça, on ne peut pas le nier. Et il répondit, « Absolument exact. Et comment je pourrais ne pas essayer? Mettez-vous à ma place. Et pourtant, on me retient de force ici. On me met des lampes dans les yeux, on me donne des bains, on me pose des questions, je sais pas, sur l'oncle Fédia. Et lui, ça fait des lustres qu'il n'est plus de ce monde. J'exige qu'on me libère sur le champ. » Ma foi, parfait, parfait, répliqua Stravinsky. Eh bien, tout est clair. Mais c'est vrai, quel sens y aurait-il à retenir dans une clinique un homme en parfaite santé? Très bien. Je vous donne votre bon de sortie tout de suite si vous me dites que vous êtes normal. Pas si vous me le prouvez, juste si vous me le dites. Et donc, vous êtes normal? Sur ce, s'instaura un silence absolu. Et la grosse femme qui, le matin, s'était occupée d'Ivan, posa un regard de pure vénération sur le professeur, tandis qu'Ivan pensait à nouveau « Il est positivement intelligent ». La proposition du professeur lui convenait parfaitement, et pourtant, avant d'y répondre, il réfléchit encore et encore, le front plissé, puis il finit par dire d'une voix ferme « Je suis normal ». « Eh bien, parfait !» s'exclama Stravinsky, soulagé. « Mais s'il en est ainsi, raisonnons logiquement. Prenons votre journée d'hier. » Là, il se retourna, et on s'empressa de lui tendre la feuille d'Ivan. « À la recherche de cet inconnu qui s'est présenté à vous comme un ami de Ponce Pilate, hier, vous avez fait les choses suivantes. » Là, Stravinsky se mit à plier ses longs doigts en regardant tantôt la feuille, tantôt Ivan. Vous vous êtes accroché sur la poitrine une petite icône. Vous l'avez fait. Je l'ai fait, reconnut Ivan d'un air sombre. Vous êtes passé par-dessus une palissade, vous vous êtes éraflé la figure. Oui? Vous vous êtes présenté dans un restaurant tenant un cierge allumé, en sous-vêtements, et, dans ce restaurant, vous avez cassé la figure à quelqu'un. On vous a amené ici, ligoté. À peine arrivé, vous avez appelé la milice et demandé qu'on envoie des mitrailleuses. Ensuite, vous avez essayé de vous jeter par la fenêtre. Oui? Il y a une question qui se pose. Est-il possible, faisant ce que vous avez fait, d'arrêter qui que ce soit? Si vous êtes un homme normal, vous me répondrez de vous-même « Certainement pas ». Vous voulez sortir d'ici? Je vous en prie. Mais permettez-moi de vous demander, où irez-vous en premier lieu? À la milice, bien sûr, répondit Ivan déjà moins fermement et un peu perdu sous le regard du professeur. Directement? Oui. Vous ne passerez pas par chez vous? Demanda vivement Stravinsky. Mais je n'ai pas le temps d'y passer. Le temps que je passe chez moi et tout, et lui, il aura eu le temps de filer. Bien. Et que direz-vous d'abord à la milice? Je commencerai par l'histoire de Ponce Pilate, répondit Ivan Nikolaïevitch, et ses yeux se voilèrent d'une espèce de brume sombre. Eh bien, parfait, s'exclama Stravinsky, ravi. Et, se tournant vers le type à la barbiche, il ajouta « Fiodor Vassilievitch, signez le billet de sortie du citoyen sans logis, mais n'occupez pas cette chambre et ne prenez pas la peine de changer la literie. D'ici 2 heures, le citoyen sans logis sera de retour parmi nous. Eh bien, s'adressa-t-il au poète, je ne vais pas vous souhaiter bonne chance parce que, de chance, je pense que vous n'en avez aucune. À très bientôt. » Il se leva et sa suite se mit en branle. « Sur quelle base est-ce que je reviendrai ?» demanda Ivan, inquiet.
C'était comme si Stravinsky attendait cette question. Il se rassit tout de suite et répondit. Sur la base du fait que dès que vous vous serez présenté en caleçon à la milice et que vous aurez dit que vous avez rencontré un homme qui est un ami personnel de Ponce Pilate, on vous ramènera ici séance tenante, et vous vous retrouverez dans cette même chambre. Mais quel rapport avec le caleçon ? Demanda Ivan, en lançant à la ronde des regards désemparés. Ce qui compte surtout, c'est Ponce Pilate. Mais le caleçon aussi. Vous comprenez bien que nous vous enlèverons vos vêtements d'hôpital et que nous vous rendrons vos habits. Or, c'est en caleçon qu'on vous a amené chez nous. Et pourtant, vous n'aviez pas la moindre intention de repasser chez vous, même si je vous ai glissé une allusion à ce sujet. Ensuite, il y aura Pilate. Et l'affaire est dans le sac. Là, il se passa quelque chose d'étrange en Ivan Nikolaïevitch. Ce fut comme si sa volonté se cassait en deux. Et il sentit qu'il était faible, qu'il avait besoin de conseils. « Mais que faire alors ?» demanda-t-il cette fois tout timidement. « Voilà qui est parfait, » répliqua Stravinsky. « Ça, c'est une question tout à fait raisonnable. Maintenant, je vais vous dire ce qui vous est arrivé en vrai. Hier, quelqu'un vous a fait très peur, ou vous a violemment frappé en vous parlant de Ponce Pilate et de toutes sortes d'autres choses. Et vous, donc, dans un grand état de nervosité, d'épuisement, vous êtes parti à travers la ville en parlant de Ponce Pilate. Il est tout à fait naturel qu'on vous prenne pour un fou. Votre salut en ce moment ne viendra que d'une chose, d'un repos complet. Et il est absolument nécessaire que vous restiez ici. Mais il est indispensable de le rattraper, s'exclama Ivan, d'une voix cette fois suppliante. Très bien, mais pourquoi vous mettre en peine vous-même? Couchez sur le papier tous vos soupçons et vos accusations à l'endroit de cet homme. Il n'y a rien de plus simple que de faire suivre votre déclaration à qui de droit, et si, comme vous le supposez, nous avons affaire à un criminel, cela sera très vite tiré au clair. Mais j'y pose juste une condition. Ne vous mettez pas martel en tête et essayez de moins penser à Ponce Pilate. Dieu sait ce qu'on peut raconter. S'il fallait croire tout ce qu'on vous dit... « J'ai compris, » déclara Ivan résolu. « Faites-moi donner du papier et une plume. »« Du papier et un petit crayon, » ordonna Stravinsky à la grosse femme. Puis, il dit à Ivan, « Mais je vous déconseille d'écrire aujourd'hui. »« Si, aujourd'hui même, aujourd'hui sans faute, » s'écria Ivan bouleversé. « Bon, comme vous voulez, mais évitez toute tension psychique. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Il va filer. »« Oh non, » répliqua Stravinsky avec assurance. « Il ne filera nulle part, je peux vous l'assurer. Et souvenez-vous qu'ici, nous vous aiderons de toutes les façons et que, sans cela, vous n'arriverez à rien. Vous m'entendez ?» demanda soudain Stravinsky, d'un ton lourd de sens. Et il s'empara des deux mains d'Ivan Nikolaïevitch. Il les prit dans les siennes, et longtemps, fixement, les yeux dans les yeux d'Ivan, il répéta « Ici, on vous aidera. Vous m'entendez? Ici, on vous aidera. Ici, tout est en paix, tout est tranquille. Ici, on vous aidera. » Ivan Nikolaïevitch se surprit, abaillé. L'expression de son visage s'adoucit. « Oui, oui, » répondit-il doucement. « Eh bien, parfait, » fit Stravinsky selon son habitude en concluant la conversation, et il se leva. « Au revoir. » Il serra la main d'Ivan, et déjà sur le seuil, il se tourna vers l'homme à barbiche et dit « Bon, mais essayez quand même l'oxygène. Et les bains. » Quelques secondes plus tard, il n'y avait plus auprès d'Ivan ni Stravinsky, ni sa suite. Derrière le grillage de la fenêtre, sous le soleil de midi, chatoyait le bois printanier d'allure riante sur l'autre berge, et plus près, le fleuve brillait de mille feux.